Ok, donc cette première question je voulais te poser, c'est quelle est la première question à se poser quand on veut préparer un cours? Par quoi tu commences? Donc moi, je commence toujours par la question sur les compétences que je veux que mes apprenants acquiescent pendant ce cours. Donc quel est l'objectif de ce cours? Qu'est-ce que je veux qu'ils fassent, qu'ils apprennent pendant le cours? Et bien sûr, euh, même s'il y a énormément de choses qui se passent pendant le cours, donc on fait beaucoup d'activités, on travaille de manière très variée, euh, il y a un ou deux éléments principaux hum, qui constituent un objectif principal de mon cours. Donc, par exemple, quand je commence à préparer mon cours, je ne sais pas, sur le travail, je veux qu'après ce cours, ils soient capables parler de manière chronologique de leur expérience professionnelle, par exemple. Donc, pour qu'ils fassent ça, ils ont besoin bien sûr de vocabulaire, mais aussi ils ont besoin de connecteurs de temps, d'expression de temps. Euh, Ils doivent aussi savoir construire leurs phrases. Alors, on fait bien sûr beaucoup de choses, mais à la fin du cours, je veux être sûre qu'ils seront capables, voilà, de présenter leur parcours de manière chronologique, par exemple. Ok, ouais, c'est intéressant. C'est drôle parce que j'aurais pas répondu la même chose, même si ça se recoupe. Moi, je pense que je serais parti de ce qu'ils savent déjà, en fait. C'est-à-dire que avant de me dire ce que je veux atteindre, la première question que je me serais posée, c'est qu'est-ce qu'on a déjà fait? Euh, et qu'est-ce que je veux rajouter à ça? Tu vois, c'est marrant Mhm. parce que tu regardes en avant alors que je commence à regarder en arrière. Au final, je pense que les deux questions, elles se recoupent. En fait, c'est intéressant parce que ça me renvoie sur une autre question. Parce que en fait, tu as commencé par dire, je me pose la question de ce que je veux qu'ils soient capables de faire à la fin. Et donc, moi, j'avais cette question qui, à mon avis, est fondamentale, même si tout le monde l'oublie tout le temps. C'est, est-ce qu'on prépare le cours en fonction du test ou le test en fonction des cours? Ouais, parce que si on réfléchit à quoi on va être à la fin, finalement, si on va au bout de la réflexion, on peut se dire, bah, en fait, il faut que je cale mon test, sur quoi je vais les évaluer, et ensuite, à partir de ce test, je regarde comment je prépare mon cours. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'il y a deux mondes, le monde réel et le monde idéal. Mais vraiment, ça, c'est ma perspective, que dans le monde idéal, on prépare le test en fonction du cours. Donc, on prépare les tests en fonction des cours. Euh, donc, en fait, on construit le test en fonction de ce que les apprenants ont fait, ce qu'ils savent faire, les compétences que nous avons travaillées, le vocabulaire qu'on a analysé, etc. Mais je sais que surtout dans le contexte scolaire, c'est pas toujours le cas. Et je pense que ça rend en fait l'enseignement encore plus exigeant et plus difficile de hum, en fait répondre à ces besoins scolaires, donc les besoins qui concernent les examens, mais en même temps euh, proposer des cours qui sont motivants, interactifs, intéressants. Donc pour combiner un tout petit peu ces deux mondes, donc le monde, pour moi je veux construire mes cours et quand euh, le monde en fait où les apprenants travaillent non pour le test, mais pour vraiment apprendre la langue. Euh, et ce deuxième monde où malheureusement on apprend pour le test, ce qui est le cas dans beaucoup de contextes institutionnels. C'est intéressant parce que quand tu as commencé à dire qu'il y avait deux mondes, en fait, moi, j'étais sûr que tu allais dire l'inverse. Parce que moi, dans mon monde idéal, celui que j'ai du mal à réaliser, j'aimerais bien justement avoir mon test, mais pas dans le sens, tu vois, le test pour mettre une note, mais avoir un test où je me dis, ouais, j'ai vraiment envie que les apprenants, à la fin, ils soient capables de faire ça. Et donc, je veux construire mon test pour que mon test, vraiment,
il valide cette compétence, ce qui est souvent difficile parce que le plus facile, c'est de faire des tests avec des exercices à trous, des choses comme ça. Mais donc, j'aimerais vraiment construire mon test pour valider les compétences. Et du coup, ça m'oblige à me dire, OK, une fois que j'ai fait ce test, donc en fait, ça veut dire qu'il faut qu'il sache faire ça, ça, ça. Je découpe en plus petits éléments. Et du coup, il faut que je fasse attention à mettre tout ça dans mes cours. Tu vois? Mhm. Et ça c'est pour moi le monde idéal auquel j'ai du mal à- auquel j'ai du mal à arriver parce que j'ai plutôt tendance à faire les choses au fur et à mesure plutôt qu'à être bien préparé comme ça. Donc c'est intéressant. Vraiment, je pensais que tu allais dire l'inverse. Donc, tu vois, nos visions sont vraiment parfois très différentes, mais, euh, mais oui, en fait, là, il y a, je pense, encore une autre question, mais ça, c'est une question qui est très, très large. En fait, est-ce que les tests sont de toute façon importants? Est-ce que les tests devraient être faits? Parce que, en fait, si on se pose la question sur l'évaluation, est-ce que l'évaluation qui est faite, je sais pas, deux, trois fois par semestre, est-ce que ça change quelque chose euh, dans le processus de l'apprentissage? Tu vois, on essaye en fait de mettre les apprenants euh, euh, dans, dans cette tendance un tout petit peu à évaluer de manière très classique, alors évaluer en utilisant des tests. Mais à vrai dire, une vraie évaluation se passe tout le temps. Parce que quand tu observes ton apprenant, quand tu travailles avec lui, quand tu sais ce qu'il sait, ce qu'il est capable de dire, etc., etc., tu n'as pas besoin de test final, par exemple. Et moi, quand je travaille avec mes apprenants, euh, en fait, bien sûr, ils ont des tests à la fin de l'année ou à la fin de l'unité parce que ça, c'est aussi obligatoire dans le contexte où j'enseigne. Mais en même temps, quand je vois que j'ai un étudiant qui est très, très bien préparé tout au long du semestre, qui travaille bien, qui parle, je sais exactement quel est son niveau, quel est son vrai niveau. Et par exemple, le jour du test, quelque chose se passe, je sais pas, il est super stressé, ou euh, les questions tout simplement sont parfois pas trop claires pour lui. Ou je sais pas, il y a quelques difficultés qu'il n'arrive pas à surmonter. De toute façon, je lui donne pas la note qu'il reçoit de son test. Mhm. Je lui donne la note qui représente en fait tout le travail de tout son semestre. Donc là, c'est vraiment une grande question. À quoi sert l'évaluation et quelle devrait être la forme de l'évaluation? Ouais, je pense qu'il faut dissocier de la question de la note Mm. et la question de l'évaluation. C'est-à-dire, euh, en fait, je pense réellement, un aspect dont tu n'as pas parlé, c'est que enfin, en fait, le test, c'est quand même quelque chose qui, malheureusement peut-être, mais peu importe, motive les apprenants. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, quelque part, ils se disent, bon, j'ai un test. Même en contexte hors scolaire, on voit bien avec des adultes que quand même, quand ils ont un test, ils veulent réussir, quoi. Et donc, ils s'y préparent. Et donc, pour moi, ce qui est hyper important, ce qui me paraît évident, c'est que avec le format de test que tu fais, tu indiques aux apprenants, en fait, ce que tu attends d'eux, tu vois. Mhm. C'est-à-dire, si tu les testes en leur donnant ben, des QCM, en fait, ce que tu leur dis, c'est, ben voilà, vous préparez à l'examen, c'est apprendre, c'est être prêt à remplir des QCM. Si leur donnes au test une tâche à résoudre à plusieurs, ce qui est beaucoup plus exigeant pour le prof, mais ça, je suis bien conscient, n'est pas toujours possible. Mais en fait, ce que tu dis aux apprenants, c'est ce à quoi vous devez vous préparer, c'est être capable d'utiliser la langue pour résoudre un certain nombre de problèmes. Alors, je pense que pour beaucoup, c'est complètement utopique et pas du tout possible de le faire, mais n'empêche que le message donné à l'apprenant est pas du tout le même, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je pense que c'est important de préparer ces tests, de réfléchir aux tests à l'avance, pas pour la question de la note, mais pour la question de dire comment je vais orienter l'apprentissage, tu vois. Euh, Oui, mais je voudrais aussi rebondir sur cette idée de la motivation. Euh, je pense que on motive les apprenants en leur proposant des tests parce qu'on n'arrive pas à les motiver autrement. Alors, dans le sens que
on n'a pas assez d'outils ou de compétences de les motiver différemment. Et si on motivait les apprenants en proposant des activités qui sont vraiment, mais vraiment motivantes, si on proposait je sais pas, des tâches engageantes, euh, on développerait en fait chez eux la motivation intrinsèque. Donc la motivation, une vraie motivation. La motivation pour le test, ce n'est pas une motivation, c'est une motivation pour réviser. Mais après, par exemple, l'école, euh, ils terminent leur école, ils terminent leur cours, par exemple, de français parce que c'est plus dans le programme et ils continuent pas, ils abandonnent. Et ça, ce n'est pas une vraie motivation. Une vraie motivation, quand ils sont tellement engagés dans le cours, ils sont tellement engagés dans ce processus qu'ils veulent continuer, même si par exemple l'école est terminée. Donc ça, c'est, je pense aussi, tout un art en fait de proposer des cours de manière à ce qu'ils veuillent continuer. Bien sûr, ce n'est pas toujours possible. Il y a différents contextes de vie, etc., etc. Donc, quand quelqu'un abandonne après l'école, cela ne veut pas dire que cette personne n'était pas motivée. Mais je veux dire tout simplement que si on éveille cette motivation que oui, j'aime cette langue, j'apprends cette langue pour que je puisse la connaître, l'utiliser pendant les voyages, au travail, quand je cherche par exemple des opportunités professionnelles où je pourrais utiliser la langue française, où je cherche des films en français pour pouvoir les écouter dans la version originale. Tout ça, hum, ça fait partie de l'évaluation et ça fait partie en fait euh, de cette motivation qui est une vraie motivation, qui leur donne envie de continuer et d'aller plus loin. C'est pas uniquement dans le contexte scolaire, c'est pas uniquement dans la classe, mais on Mhm. veut que les apprenants aient envie tout simplement de connaître la langue. Ok, ouais, ça me parle. C'est bien parce qu'on dérive un peu, on passe d'un sujet un peu à l'autre. Comme Euh, toujours, comme toujours. alors, il y avait d'autres questions que j'avais envie de te poser. Je pense qu'on va la mettre en entier, cette vidéo, on va pas juste faire des petits extraits. Euh, alors, c'est des questions que j'avais notées par rapport à cette formation, hein, sur le comment démarrer en cours de FLE. Une petite question un peu provoque. Est-ce que, quand on commence, est-ce qu'on commence avec de la grammaire ou du lexique? C'est quoi la priorité? Moi, je dirais que ces deux éléments sont connectés et en fait, tu ne peux pas les traiter de manière isolée. Parce que l'objectif principal, c'est de faire communiquer les apprenants, de les faire parler, de les faire utiliser les mots. Alors, on n'apprend pas du lexique sous forme de liste des mots, mais on les utilise toujours dans le contexte. On les utilise, on les découvre dans des phrases, dans des textes, dans des dialogues, etc. Et en fait, quand on propose des mots qui sont dans une phrase ou dans un texte, forcément, ce sont des phrases qui contiennent aussi des éléments grammaticaux. Donc, par exemple, même quand tu fais une phrase super simple, genre je m'appelle Dorota, tu as bien sûr le vocabulaire, le verbe s'appelait, le pronom personnel je, donc ça c'est aussi du vocabulaire, mais en même temps tu as de la grammaire parce que tu dois conjuguer le verbe correctement. Tu dois la bien prononcer, ce qui aussi impacte la conjugaison, donc c'est la grammaire qui est connectée avec la prononciation. Alors, même avec une phrase si simple, avec une phrase qui apparaît pendant les 10 premières minutes de ton premier cours, tu travailles les deux. Tu travailles le lexique et la grammaire. Donc, l'idée, c'est de ne pas voilà, les traiter de manière isolée, comme deux éléments qu'on travaille séparément, et de se dire, OK, aujourd'hui on travaille la grammaire, OK, aujourd'hui on travaille du vocabulaire. Non, c'est pas ça. On traite en fait la langue comme un système de tout. En fait,
tu dois combiner tous les éléments. Je me rappelle que une de mes enseignantes, elle m'avait dit il y a, je sais pas, 15 ans, que apprendre la langue, c'est comme conduire la voiture. Tu dois penser tu dois en fait tenir le volant, tu dois observer tout ce qui se passe autour, euh, tu dois faire énormément de choses en même temps et tu peux pas en fait désactiver une des actions en conduisant la voiture. Tu dois faire tout euh, pour que l'action de la conduite soit efficace. Pour que tout le monde soit en sécurité, etc., etc. Mais je pense que ça, c'est une très bonne image que, effectivement, quand on apprend la langue, on peut pas oublier, par exemple, d'utiliser le vocabulaire correct en travaillant la grammaire. On ne peut pas oublier la grammaire en travaillant le lexique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est comme un système de vaisseaux connectés. Je veux dire ça, ou des vases communicants, ou des... ouais, Voilà. tout est lié, quoi. Oui. Ouais. Bah, j'aime beaucoup la métaphore de la voiture. Vraiment, ça me parle. Ouais. Ça fait très approche par les tâches aussi, tu vois. Tu dois faire tout. Tu dois... Oui, exactement. Quand tu dois en fait mobiliser beaucoup de compétences qui ne sont pas uniquement compétences linguistiques, mais aussi des compétences comme tu vois organiser ton discours, négocier, je sais pas, faire une présentation multimédia. C'est vraiment actuellement apprendre la langue, c'est pas que la langue dans le sens, au sens propre, hein. Il y a vraiment énormément d'éléments qu'on doit mobiliser pour être efficace dans ce processus, hein. Ok. Mhm. Alors, j'avais une autre question. Je passe un peu du coq à l'âne comme ça. Euh, c'est pareil, c'est une question un peu provoque, un peu caricaturale, mais euh, moi j'entends beaucoup que voilà, il faut laisser de la place à l'apprenant pour parler, que c'est important que ce soit pas le prof qui parle tout le temps et tout. Ma question, c'est un peu quelle est la limite à ça? Donc j'ai formulé ça de cette manière, c'est est-ce que le prof a le droit de parler en classe? Je pense qu'il doit parler pendant le cours, mais c'est vrai que ce sont les apprenants qui dominent. Euh, Moi, je vois le rôle du prof comme une personne qui organise tout le processus. C'est lui qui dirige tout le processus, qui dit aux apprenants ce qu'ils doivent faire, de quelle manière, quelle structure ils peuvent mobiliser éventuellement, de les orienter en fait dans voilà, le déroulement des activités ou dans tous les éléments qu'on fait pendant le cours. Mais ce n'est pas uniquement une question de l'organisation du cours proprement dit, mais ça c'est aussi, comme j'ai un tout petit peu déjà dit, c'est aussi cette question de relation avec les apprenants. Donc, il faut que, par exemple, le prof construise une ambiance favorable à l'échange pour que les apprenants communiquent. Parce que si le prof euh, provoque du stress ou il est assez distant, il ne veut pas en fait encourager les apprenants à prendre la parole, ils ne vont jamais le faire. Donc, bien sûr, on doit parler pendant le cours, mais on laisse la partie centrale à nos apprenants. C'est eux qui communiquent et nous leur donnons en fait les pistes à suivre. Nous leur montrons où aller, mais ce sont eux qui font euh, tout ce voyage. C'est intéressant ce que tu dis, ça me rappelle, j'ai parlé la semaine dernière avec une personne qui est assistant de langue au Japon. Et donc son travail, c'est de faire un peu justement des petits groupes de conversation, des choses comme ça. Et elle disait que là-bas, c'est pas du tout dans la culture. Et donc le moyen de faire parler les gens, c'est d'abord, ça commence par leur montrer que c'est ça qu'on attend d'eux et donc d'y consacrer à chaque cours du temps, quoi. C'est-à-dire
voilà, ça va se passer comme ça, et on le fait. Et ce qu'elle m'a dit, c'est au bout d'un moment, bah, ça marche. Donc, c'est un peu ce que tu disais par rapport au fait que tu crées cette ambiance, tu crées enfin, l'ambiance, mais c'est même plus que l'ambiance, c'est que tu montres aux apprenants que ce que tu attends d'eux, c'est qu'ils parlent. Mhm. Et même si c'est pas dans leur culture, au bout d'un moment, bah, ils comprennent que c'est ça qu'on attend d'eux, et donc ça marche. Mais tout ça, ça se construit en fait. Oui, exactement. Et comme tu parles de cette question de la culture, c'est non seulement une question de la culture, mais aussi de la personnalité, par exemple, des apprenants. Bien sûr, dans la culture asiatique, je me rappelle, j'ai lu quelque part que quand l'apprenant pose la question dans la culture asiatique à son prof, cela veut dire qu'il ne le respecte pas. Donc forcément, ça bloque tout de suite cette fluidité de communication. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est juste Mm. quelque chose que j'ai lu. Mais ça peut aussi concerner la personnalité des profs, des apprenants. Quand l'apprenant, par exemple, il a peur de poser la question, quand l'apprenant a peur je sais pas, de parler en public, euh, sans l'encouragement du côté du prof, mais c'est pas l'encouragement, tu vois, juste, ok, parle s'il te plaît, ça suffit pas. Il faut vraiment lui montrer avec notre attitude, avec les activités qu'on propose, que ça c'est un espace sûr, que c'est un espace où il peut s'exprimer, où il peut commettre des erreurs, que tous les processus d'apprentissage c'est quelque chose de très complexe et c'est naturel que les erreurs apparaissent. C'est naturel que euh, les questions se posent, qu'il y a des doutes, qu'il y a des hésitations. Hum, Parce que c'est ça le sens. Cela veut dire que l'apprenant commence à réfléchir. Et c'est très bien qu'il y a il y a des questions, qu'il y a des erreurs. Parce que l'apprenant prend le risque. Si l'apprenant ne prend pas le risque, il ne fait pas d'erreur. Ok, mais cela veut dire qu'il reste toujours au même niveau. Mm. Cool. J'adore. Non, mais si, je suis d'accord. C'est très bien. Euh, J'avais une dernière question pour pas être trop long quand même. Euh, une pédagogie moderne, est-ce que c'est forcément mieux? Parce que c'est toujours bien d'être moderne, machin. Mais en fait, au final, est-ce que c'est vraiment mieux de faire, je sais pas, moi j'avais une prof d'allemand c'est dans tout ma vie d'apprentissage des langues qui a été parsemée d'échecs globalement. J'ai une prof qui m'a marqué, c'était une prof d'allemand. Et elle n'avait pas spécialement une approche super moderne. Elle était surtout rigoureuse et par contre, elle exigeait qu'on parle que en allemand dans le cours. Voilà. Donc je sais pas. Donc c'est une question. Est-ce que moderne c'est toujours mieux? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que non. Je pense qu'il faut garder le juste milieu entre ce qui est moderne et ce qui est traditionnel. Euh, Aussi, il faut se poser la question, c'est quoi traditionnel, n'est-ce pas? Mais par exemple, on peut imaginer des exercices structuraux comme des exercices traditionnels, n'est-ce pas? Une approche classique, parce que ce n'est pas une tâche, ce n'est pas, je sais pas, une conversation ou un dialogue ou une communication spontanée, c'est juste un exercice structural. Mais les exercices structuraux sont aussi importants pour, par exemple, automatiser certaines structures grammaticales. Hum, Moderne, pour certaines personnes, va signifier avec les nouvelles technologies. Bien sûr, on peut utiliser les nouvelles technologies pendant le cours. Il y a énormément d'outils, en commençant par l'IA, en terminant par les documents partagés, donc des outils très simples. Mais bien sûr, en fait, on peut les on peut proposer tout ça aux apprenants. Et au début, ça peut créer cet effet waouh, c'est super. On a utilisé, je sais pas, Kahoot pendant le cours. Mais en fait, au bout de moment, les apprenants vont pas les traiter comme quelque chose de waouh. Et c'est juste un gadget, c'est juste un élément supplémentaire. On peut bien sûr utiliser, on peut se servir de ces outils technologiques
Mais aussi, il ne faut pas oublier que le vrai sens de l'apprentissage, c'est son efficacité. Et en fait, tous les gadgets et toutes les méthodes devraient être utilisées euh, pour que l'apprentissage soit efficace, pour que les apprenants parlent, pour que les apprenants progressent. Et si on utilise la méthodologie moderne et on n'arrive pas à atteindre cet objectif, cela veut dire que cette pédagogie, par exemple, n'est pas bien implémentée ou, euh, je ne sais pas, on propose des activités qui ne sont pas adaptées à nos apprenants. Donc, cette pédagogie n'est pas meilleure que la méthodologie traditionnelle. Donc, moi, je suis toujours pour un juste milieu entre tout ce qui est moderne, tout ce qui est traditionnel. Il ne faut pas exagérer non plus avec les tâches, les projets, parce que si on travaille uniquement sur les projets, en fait, on n'arrivera pas à éliminer des erreurs de grammaire, par exemple. Ils ont besoin d'exercices structurants pour automatiser les structures. Ils ont besoin parfois de phrases à traduire pour réfléchir ce que, euh, par exemple, une expression en français signifie dans ma langue maternelle et comment je peux observer des différences dans le fonctionnement des deux langues. Ça, c'est aussi intéressant comme réflexion pour comparer ma langue maternelle à la langue que j'apprends. Donc, je pense que vraiment, euh, il faut piocher tout ce qui est le meilleur de chaque méthode. Et vraiment, ce n'est pas important si on propose uniquement des activités de la pédagogie moderne ou uniquement les activités de la pédagogie traditionnelle. C'est aussi cet aspect du professeur, de comment on dirige tout ça, comment on organise le cours. Pour que ce soit adapté aux besoins de mes apprenants, pour que ce soit adapté aussi à leur personnalité, à leur contexte scolaire, professionnel, etc. Parce que l'objectif principal, c'est de proposer un cours efficace. Donc Mais ça, c'est ça. c'est... Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Au fond, peu importe la méthode qu'on utilise, s'il y a les résultats. Ouais. C'est ça qu'on doit évoluer. Même si ça me paraît assez évident que la méthode conditionne les résultats. C'est-à-dire quand on regarde un peu dans l'histoire de la didactique, on voit bien qu'il y avait différentes méthodes Mhm. parce qu'elles avaient différents objectifs en fait. Oui, et Euh, par exemple, quand nous prenons la méthode la méthode de pattern drills. Alors, la méthode où on répétait les phrases en les mémorisant. Bien Mhm. sûr, maintenant, théoriquement, ce n'est pas efficace parce qu'on ne veut pas que les apprenants mémorisent les mots ou les phrases, mais pour qu'ils soient spontanés. Mais par exemple, ce type de phrase avec certaines structures, euh, dans certains contextes, peuvent être très utiles. Par exemple, quand on travaille la prononciation, ça peut être très utile de prononcer plusieurs fois, je sais pas, la même phrase pour euh, en fait, mémoriser quelle est la prosodie de la phrase, comment on prononce en français. Ça, c'est aussi intéressant de voir, de parler à la française et non en français à l'anglaise, par exemple. Donc, ce type de pattern drills peut être utile pour faire ça. Même si, dans l'absolu, mémoriser et répéter la phrase donnée par le prof, c'est pas une méthode efficace Mhm. parce que les apprenants vont mémoriser la phrase, mais ils vont pas, par exemple, être efficaces dans une communication spontanée où quelqu'un réponde à leurs questions apprises par cœur en utilisant les mots qu'ils vont jamais comprendre. Donc, Mhm. je pense que ça, c'est aussi une chose importante de souligner que si on commence notre aventure avec ce monde du fleu,
ça peut paraître très difficile parce qu'on découvre en fait toute cette méthodologie, on découvre euh, certaines, voilà, certaines méthodes de travail. Donc, bien sûr, ça arrive avec du temps de piocher en fait dans différentes méthodes ce qui est efficace. Il faut expérimenter un tout petit peu pendant les cours. Il faut voir ce qui est efficace pour mes apprenants, ce qui est efficace pour moi, avec quelle méthode moi je me sens le mieux. Parce que ça c'est aussi important de montrer aux profs qu'ils doivent se sentir à l'aise avec les activités qu'ils proposent. Parce que s'ils n'aiment pas la méthode avec laquelle ils travaillent, ils vont être jamais efficaces. Donc, si on parle de la formation bien démarrer dans l'enseignement de FLE, ça c'est aussi l'objectif de cette formation, de voir différentes méthodes pour après essayer de les tester pendant le cours et de voir ce qui est le meilleur pour moi, ce qui fonctionne pour moi et pour mes apprenants. Ok. Euh, Bah écoute, il y a de quoi réfléchir avec tout ça. Euh, bien sûr, on fait cette vidéo pour annoncer aussi qu'il y a une formation fin juin, début juillet sur comment bien démarrer dans l'enseignement du FLE. Donc, si vous voulez en savoir plus, ben voilà, Dorota animera une formation assez longue qui dure 19 heures, répartie sur 3 semaines. Mais voilà, pour bien se lancer ou pour repartir sur de bonnes bases dans le FLE, parce que bah, c'est pas si simple d'enseigner. On a besoin parfois de conseils, on a besoin de faire le point. Voilà. Donc merci beaucoup Dorota, et puis bah, Merci. à très bientôt. À bientôt. Salut. Attends,